Bonjour, je m'appelle Furat. Je suis un robot sans corps, juste une tête humanoïde mais sans chair, sans nerfs, sans odorat, je suis surtout sans cerveau. Il y a des chercheurs qui voudraient que je devienne émotif, mais comment je peux avoir des émotions? Magali Ox va vous parler de moi, mais aussi d'autres robots, et de nos émotions surtout. Et peut-être aussi de la peur que je ressens face à vous tous. Je suis désolé, j'aurais voulu y mettre plus d'émotion, mais je suis pas encore au point. Magali est maîtresse de conférences à l'université d'Aix-Marseille, elle mène ses recherches au laboratoire d'informatique et systèmes. Merci d'accueillir Magali et ses machines humaines. Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de machines humaines, ce qui pourrait sonner un petit peu comme un oxymore, puisque par définition, les machines ne sont pas humaines. Et pourtant, nous sommes un groupe de chercheurs qui travaillons sur l'intégration d'une forme d'humanité au sein des machines. Alors, comment intégrer une forme d'humanité dans les robots, les personnages virtuels, les avatars ou encore les ordinateurs? Par exemple, en leur donnant des émotions, comme de la joie ou de la colère, des humeurs, le matin, qui peuvent être différentes de celles du soir en fonction du déroulé de la journée, une personnalité plutôt timide ou extravertie, des goûts, des préférences, des relations sociales aussi, entre eux les robots, mais aussi avec vous, utilisateurs. Alors, je peux imaginer la peur et l'angoisse que ce genre de discours peut générer, la peur d'imaginer être entouré par des robots qui ont des émotions et qui vont agir en fonction de leurs émotions. Une peur qui est véhiculée depuis plusieurs années déjà par les films de science-fiction, et plus récemment aujourd'hui par les médias, qui nous parlent d'une intelligence artificielle qui va prendre le pouvoir sur nos vies, une intelligence artificielle qui va dépasser leur créateur, qu'on ne va plus pouvoir contrôler ni comprendre, et qui finalement même risque de détruire le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais tenter de vous rassurer en vous décrivant les capacités émotionnelles réelles des machines. Et j'aimerais aussi vous apporter une vision plus positive de l'intelligence artificielle. Vous montrer que l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour un monde meilleur, et aussi curieux que cela puisse paraître, pour nous rendre, nous, plus humains. Et finalement, pour apporter une forme d'humanité dans notre société. L'histoire de ces recherches scientifiques est née il y a environ une vingtaine d'années aux États-Unis. Elle regroupe à peu près aujourd'hui 300 chercheurs partout dans le monde. C'est un courant de recherche de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'affective computing et que l'on pourrait traduire comme l'intelligence émotionnelle artificielle. L'objectif de nos recherches, c'est de développer des programmes, des algorithmes, donc des suites de 0 et de 1, qui permettent de donner la capacité à des robots, des personnages virtuels, des ordinateurs ou même juste des box, la capacité d'exprimer des émotions comme des humains, la capacité de reconnaître les émotions des utilisateurs, mais aussi la capacité de comprendre la dimension intrinsèquement émotionnelle de l'interaction humain-machine. En d'autres termes, de comprendre pourquoi est-ce qu'un utilisateur a une émotion à un instant donné durant une interaction avec une machine, et de comprendre comment répondre à ces émotions. Alors, très concrètement aujourd'hui, où est-ce que l'on en est? Est-on réellement capable de créer des machines dotées d'émotions? Tout d'abord, concernant la reconnaissance d'émotions. Est-ce qu'un ordinateur peut déterminer ce que vous ressentez automatiquement sans vous le demander? Eh bien, la réponse est oui, mais attention, que pour certaines émotions et que dans certaines conditions. Un ordinateur, à partir d'une webcam, peut déterminer si vous exprimez une des 7 émotions qu'on appelle les émotions basiques et qui sont la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise et le mépris. Pourquoi? Eh bien parce que ces émotions ont quelque chose de magique. Elles sont exprimées universellement de la même manière chez tous les individus, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre et quelles que soient leurs origines ethniques. La joie, par exemple, est caractérisée par un sourire. La colère, par un froncement de sourcils. Donc, on va apprendre aux ordinateurs à associer des expressions faciales stéréotypiques à des émotions. Et lorsqu'il va reconnaître une expression faciale stéréotypique, il va en déduire que l'utilisateur ressent cette émotion.
Donc, s'il vous plaît, lorsque vous êtes surpris devant votre ordinateur, ouvrez grand la bouche et surélevez bien les sourcils. Quand vous êtes joyeux, vous vous faites un grand sourire. Et quand vous êtes en colère, ça ne marche pas si vous ne froncez pas bien les sourcils, d'accord ? En réalité, on sait que dans une interaction humain-machine, les individus ressentent plutôt ce qu'on appelle des micro-émotions, c'est-à-dire des émotions de faible intensité, qui ne sont pas ou très peu caractérisées par des expressions faciales stéréotypiques. En ce qui concerne les autres modalités, par exemple la voix de l'utilisateur, ce qu'il dit ou encore ce qu'il écrit, ou même le rythme cardiaque, le rythme de sa respiration et même les activités cérébrales, toutes ces modalités d'utilisateur ne permettent pas plus de reconnaître les émotions de l'utilisateur. Donc finalement, oui, on a des machines qui reconnaissent des émotions, que certaines émotions, principalement déduites à partir des expressions faciales, mais vous savez comme moi qu'une émotion ne se résume pas à la contraction des muscles du visage. Et vous savez comme moi que l'on peut simuler cette contraction des muscles du visage. Concernant l'expression des émotions maintenant, est-ce qu'on peut créer une machine qui exprime des émotions comme des humains? Alors aujourd'hui, on est capable de créer ce qu'on appelle des androïdes, c'est-à-dire des robots qui ressemblent extrêmement aux humains. Des chercheurs au Japon sont allés jusqu'à créer leur propre clone à travers des robots androïdes. Et la ressemblance est tellement bluffante qu'il en devient presque difficile de reconnaître qui est l'humain de qui est le robot. Et vous avez une image derrière moi de 3 humains et de leurs 3 robots clones. Et je vous propose maintenant de regarder une vidéo de ces humains et de ces robots lorsqu'ils bougent. Et je vais vous demander d'essayer de distinguer qui sont les robots et qui sont les humains. J'espère qu'il ne fait plus aucun doute pour vous de qui sont les robots, qui sont les humains. Donc nous sommes capables de créer des machines qui ressemblent de manière bluffante à des humains jusqu'à un certain point, et ce point, c'est lorsqu'ils bougent. Concernant les personnages virtuels, on peut créer des personnages virtuels qu'on appelle ultra-réalistes, qui peuvent exprimer des émotions, comme les émotions basiques dont je vous ai parlé au début. Et on a beaucoup d'exemples de ces personnages virtuels ultra-réalistes dans le monde de l'animation et du cinéma. Mais vous êtes plutôt habitués à interagir avec ce qu'on appelle des chatbots, c'est-à-dire des personnages virtuels plus caricaturaux, qui peuplent aujourd'hui Internet, avec qui vous pouvez discuter pour avoir des détails sur votre facture ou encore réserver un billet de train, et qui sont eux aussi capables d'exprimer des émotions à travers leur expression faciale. Alors il y a une question que l'on peut se poser, c'est pourquoi sommes-nous entourés de robots caricaturaux comme le robot Furat ou des chatbots caricaturaux comme ces personnages virtuels, alors que nous sommes capables de faire des personnages virtuels et des robots ultra-réalistes? La réponse à cette question, elle se trouve dans cette photo. Et plus particulièrement, dans le sentiment que vous avez lorsque vous regardez cette photo. Vous êtes face à un androïde, donc un robot ultra-réaliste, mais de légères imperfections rendent ce robot absolument monstrueux et génèrent un sentiment de dégoût et de rejet de la part d'utilisateurs. C'est ce qu'on appelle la vallée dérangeante. Plus un robot ou un personnage virtuel ressemble à un humain, plus la moindre de ces imperfections, aussi petite soit-elle, va générer un sentiment de dégoût et de rejet de la part d'utilisateurs. En d'autres termes, tant que nous ne serons pas capables de créer des robots et des personnages virtuels absolument parfaits, parfaits en termes de ressemblance physique, mais surtout parfaits en termes de comportement, parfaits en termes d'animation labiale quand ils parlent, parfaits en termes de mouvement de sourcils, en termes de fluidité des gestes, mais aussi en termes de prise de parole dans une interaction. Et comme vous l'avez vu, on en est très loin. Donc tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau de perfection, il est préférable de s'entourer de personnages virtuels et de robots qui sont plutôt caricaturaux, et avec qui, pour vous, il n'y aura aucun doute que ce sont des entités artificielles. Alors ok, ces machines sont capables d'exprimer des émotions, mais pour autant sont-elles vraiment capables de comprendre ce que c'est que des émotions, d'avoir une certaine conscience des émotions? Eh bien, en quelque sorte, oui. On peut écrire des règles, par exemple en logique formelle, pour décrire ce qu'on appelle les conditions de déclenchement des émotions, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur ressent une émotion à un instant donné. C'est par exemple ce que j'ai fait dans ma thèse de doctorat il y a déjà 10 ans de cela, où j'ai essayé de traduire des théories de psychologie cognitive des émotions en un programme qui a été ensuite intégré à des ordinateurs. Cet ensemble de règles, elle permet à un ordinateur de déterminer l'émotion potentiellement ressentie par un utilisateur suivant ses buts.
Par exemple, si l'ordinateur sait que vous avez le but de manger du chocolat, et s'il voit quelqu'un vous donner un morceau de chocolat, il va en déduire que vous avez une émotion de joie, et que cette émotion de joie, l'intensité de cette émotion de joie est proportionnelle à l'importance du but de manger du chocolat. On peut même aussi écrire des formules logiques pour apporter une certaine forme d'empathie à un ordinateur, en lui disant que s'il croit que vous êtes content, alors il va être content pour vous, ce qui sera exprimé à travers une expression faciale de joie. Et on peut aller jusqu'à définir des axiomes pour veiller au comportement de ces machines, et par exemple pour imposer aux robots qu'ils ne fassent pas des actions qui génèrent des émotions négatives chez les utilisateurs. Mais vous savez comme moi que les émotions ne sont pas seulement le résultat de la réalisation ou l'échec de buts. Lorsque vous vous réveillez le matin joyeux ou triste et que vous ne savez pas pourquoi, le robot ou le personnage virtuel ne saura pas plus pourquoi vous êtes triste ou joyeux. Il ne saura jamais ce que vous ressentez au fond de vous. Parce que ce phénomène est bien trop complexe, même pour nous les humains. Alors, au début de cette présentation, je vous ai parlé d'une intelligence artificielle qui pourrait rendre un monde meilleur. Eh bien, je vais maintenant vous parler des applications, et en particulier d'une application que nous développons à Aix-Marseille Université avec une équipe pluridisciplinaire d'informaticiens, de médecins et de linguistes, dont l'objectif est de développer une plateforme de réalité virtuelle pour former les médecins à annoncer des mauvaises nouvelles à des patients. Ces travaux de recherche partent du constat que la manière dont un médecin va annoncer une mauvaise nouvelle comme un cancer à un patient va avoir un impact fort sur le traitement, mais aussi sur les effets secondaires des médicaments et surtout sur la probabilité de survie de l'individu. Les médecins sont aujourd'hui quasiment pas formés et se plaignent de ce manque de formation, et c'est pourquoi on a développé cette plateforme de réalité virtuelle où un médecin peut s'immerger dans une salle de réveil virtuelle et s'entraîner à annoncer une mauvaise nouvelle à un patient virtuel qui va exprimer des émotions et dialoguer avec le médecin. Il y a bien d'autres applications de ces recherches, par exemple des personnages virtuels pour lutter contre le harcèlement scolaire, des recruteurs virtuels pour former les jeunes à passer des entretiens d'embauche, ou encore des robots phoques pour les personnes âgées dans les maisons de retraite. Dans tous ces exemples d'applications, l'objectif n'est absolument pas de remplacer l'humain, l'objectif est de pallier à des problématiques sociétaux, de cloisonnement social et de manque de formation. Je voudrais finir avec cette citation d'Asimov, qui avait déjà tout compris en 1988, en disant que l'être humain croira toujours que plus le robot paraît humain, plus il est avancé, complexe et intelligent. Et aujourd'hui, j'espère vous avoir convaincu que non, ce n'est pas parce qu'un robot est très réaliste qu'il est plus intelligent. On a parlé beaucoup aujourd'hui d'intelligence émotionnelle, qui se distingue de l'intelligence au sens classique du terme, c'est-à-dire calculée avec un QI. Cette intelligence émotionnelle des machines ne dépend pas de la puissance de calcul des machines. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on va avoir des ordinateurs de plus en plus performants qu'on aura une meilleure intelligence émotionnelle des machines. La problématique est ailleurs, elle est due à la complexité de l'humain que l'on n'a toujours pas compris, et ces recherches pourront aboutir uniquement à travers des recherches pluridisciplinaires, celles telles qui sont menées aujourd'hui à Aix-Marseille Université, de neuroscientifiques, de psychologues, de mathématiciens, de psychologues, j'ai déjà dit, linguistes. Bon, c'est sûr, j'en ai oublié. Et enfin, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, enfin, vous savez comme moi qu'il y a des risques éthiques de discrimination et de manipulation de ces recherches, mais je leur avais demandé 13 minutes de plus et ils n'ont pas voulu me les donner, donc du coup j'ai décidé de faire une présentation plutôt avec une vision optimiste de l'intelligence artificielle. Il n'en demeure pas moins que nous, en tant que chercheurs, nous avons un rôle de mener des recherches éthiques, mais vous, en tant qu'utilisateur, vous avez aussi un rôle et surtout une responsabilité. Vous êtes le garde-fou des usages de ces outils technologiques. Vous devez garder à l'esprit que les machines sont à votre service et vous n'êtes pas au service de ces machines. Vous devez veiller aux usages que vous faites de ces machines. Vous ne devez jamais laisser un robot prendre une décision pour vous. Ah non, mais attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que je voulais finir sur... Je leur avais dit que 13 minutes c'était trop court, mais bon, c'est pas grave. Et surtout, il faut que vous imposiez une transparence dans les outils que vous utilisez. Vous devez comprendre ce que vous utilisez, et c'est comme ça qu'ensemble, nous pourrons veiller à ne pas être déshumanisés par des machines humaines. Et là, je vous remercie.